Donc, la dernière fois, on s'est arrêté ici. Donc, on est dans le dernier axe qui concerne la modélisation du phénomène de sélection naturelle. Mais avant d'entamer ce dernier axe, j'ai voulu vous donner une petite définition concernant la sélection naturelle. Donc, la sélection naturelle, selon Charles Darwin, est le processus par lequel les individus d'une population qui possèdent des caractères avantageux pour leur environnement ont plus de chances de survivre et de se reproduire, et par conséquent transmettre ainsi ces caractères à leur descendance, ce qui peut induire ou bien ce qui peut conduire à une évolution progressive des espèces. Donc tout simplement, selon Charles Darwin, la sélection naturelle, c'est un mécanisme qui permet la favorisation de quelques groupes et la défavorisation d'autres groupes. Donc, pour bien simplifier ce concept, on va prendre l'analogie suivante. Par exemple, on suppose dans une classe qui possède plusieurs élèves, des élèves qui sont doués et des élèves qui ont un niveau faible ou bien moyen, qui ont un niveau d'études qui est faible ou bien moyen. Donc, généralement, lors de la période d'examen, les élèves qui sont doués ou bien qui travaillent bien, ils auront beaucoup plus de chances d'avoir des bonnes notes et des bons résultats. Cependant, les élèves qui ont un niveau qui est faible ou bien un niveau qui est médiocre, ils seront beaucoup plus susceptibles d'avoir des résultats et des notes mauvaises, des mauvaises notes. Donc, je pense que cette analogie résume bien le concept de la sélection naturelle. Donc, si vous voulez, on peut bien développer ce concept-là au niveau d'une vidéo à propos de la biologie d'évolution. Donc, on passe à la slide suivante. Donc, au niveau de cette slide-là, j'ai pris deux exemples de la sélection naturelle. Ce sont des exemples très répandus au niveau des environnements et des écosystèmes. Donc, on va commencer avec cette image-là. Cette image-là représente plusieurs types de colonies bactériennes qui sont soumises à un type de sélection. Cette sélection c'est une sélection à médiation d'antibiotiques. C'est-à-dire, on a plusieurs souches ou bien une variabilité au niveau de ces colonies bactériennes, ces colonies bactériennes. Et chaque colonie est représentée par une certaine couleur. Et chaque couleur peut être organisée au niveau de ce gradient-là, ou bien de ce spectre-là. Ce spectre qui représente le niveau de résistance à l'antibiotique. Donc, en passant de la couleur jaune vers la couleur rouge foncé, on a une augmentation importante au niveau du niveau de la résistance contre l'antibiotique. Donc, quand on va
appliquer, ou bien quand on va utiliser un certain type d'antibiotiques à ces différentes colonies, on aura la survie de seulement euh, on aura seulement la survie des colonies rouges. La survie et la survie des colonies rouges peut être expliquée à un déterminisme intrinsèque, c'est-à-dire un déterminisme génétique. Donc, du point de vue génétique, les colonies rouges possèdent des gènes qui leur favorisent leur chance de survie. Et dans la population finale, vous allez avoir que des colonies rouges. Parce que après la sélection, ce sont les colonies rouges qui ont pu survivre et assurer la transmission de leurs gènes aux générations suivantes par le biais de la reproduction asexuée ou bien la fission binaire. Donc, je pense que ce cas de figure-là est bien expliqué. Donc, on va passer au deuxième exemple de la sélection naturelle. Donc, ici, on a deux types de papillons. Des papillons noirs, dont la couleur du corps est noire, et des papillons dont la couleur du corps est plus ou moins grise. Donc, ici, c'est dû à un déterminisme génétique qui permet l'adaptation des papillons gris à leur environnement. L'environnement dans ce cas-là, c'est le tronc d'un arbre. Donc ici, les papillons gris sont beaucoup plus adaptés, ou plutôt beaucoup moins repérés par les prédateurs. D'où leur fréquence va augmenter au fil des générations. Et avant d'entamer la partie de la modélisation de la sélection naturelle, c'est ce cas, c'est-à-dire le cas de ces papillons, c'est celui que je vais le modéliser à l'échelle de cette vidéo-là. Donc, on passe à la slide suivante. Donc ici, comme vous pouvez bien voir, on a eu deux courbes qui représentent l'évolution des différentes fréquences alléliques de ces différentes espèces. Ce sont des phalènes du bouleau. Ce sont une espèce de papillon trouvé au niveau de la région de Manchester, dans l'Angleterre. Donc, ici, on a deux courbes qui représentent l'évolution allélique des deux variantes, ou bien des deux races de ces deux types les deux races de la même espèce des papillons. Donc, pour l'allèle grand T, sa courbe, l'évolution de l'allèle T est grande D de la forme Carbonaria est représentée par une courbe rouge. En revanche, la forme Typica, qui possède un allèle petit d qui est récessif, est représentée par une courbe bleue. Donc, on remarque que
avant l'année 1868, il existe une forme d'une stabilité, plus ou moins une stabilité au niveau des deux fréquences, soit allylique, soit des deux fréquences allyliques, soit dominant, soit récessif. Donc pour la fréquence dominante, on remarque qu'après l'année 1868, généralement au niveau de cette année-là, on assiste à un événement historique très, très important qui se traduit par la révolution industrielle. Donc, généralement, la révolution industrielle a été caractérisée par une production intense des polluants, ce qui a permis de détériorer l'architecture ou bien la composition de l'environnement de cette espèce-là, d'où ça a aussi influencé le comportement ou bien l'évolution allélique au sein de cette espèce-là. Donc, l'industrie ou bien la révolution industrielle a donné lieu à une sélection qui a favorisé l'évolution positive des formes carbonariales possédant l'allèle dominant grand T et la chute ou bien le déclin ou bien l'évolution négative des formes typiques A possédant l'allèle petit t. Il faut aussi noter que malgré cette évolution-là, soit positive, soit négative, on ne va jamais atteindre les valeurs maximales. C'est-à-dire, pour la forme typique A, ils ne seront pas éliminés au niveau de cette population, mais plutôt leurs fréquences vont s'approcher à une valeur de 0. Ce qui est compatible avec le comportement de la courbe en bleu. Parce que la courbe en bleu, il s'agit d'une asymptote. Et les asymptotes au niveau des fonctions, ce sont des courbes qui s'approchent à une valeur donnée sans l'atteindre. La même chose pour la forme carbonaria. L'allèle T va jamais atteindre une valeur de 1, une valeur maximale de 1. Les fréquences allyliques de cet allèle vont seulement approcher une valeur de 1 sans l'atteindre. Donc je pense que c'est clair. Donc en général, une sélection sera médiée par la révolution industrielle, ce qui va causer une évolution négative pour la forme typique et une évolution positive pour la forme carbonaria. Et les courbes expliquant ces différents types d'évolution sont de nature asymptomatique. Asymptomatique. Donc, on passe. Donc, ici, on va faire une modélisation mathématique algébrique. Donc, on sait bien que la fréquence allylique au niveau d'une génération n, Q de n, est égale à la fréquence génotypique des homozygotes récessifs plus le 1/2 des fréquences génotypiques des hétérozygotes, le tout divisé sur le total des différentes fréquences génotypiques. Notamment le P au carré représente la fréquence génotypique des homozygotes dominants, le 2PQ représente la fréquence génotypique des hybrides,
et le Q au carré représente la fréquence génotypique des homozygotes récessifs. Donc, lors d'une sélection contre les récessifs, le Q au carré est égal à 0. Donc, on suppose que le Q au carré est égal à 0. D'où, si on procède aux différentes simplifications mathématiques suivantes, on va obtenir la formule mathématique suivante. Q de n est égal à Q divisé par 1 plus Q. Donc, pour arriver à cette formule, on procède de la manière suivante. Donc, puisqu'on a supposé que Q au carré est égal à 0, on va éliminer Q au carré de l'expression mathématique qui représente la fréquence allylique des récessifs. Et on va obtenir cette expression qui est P du Q sur P au carré plus 2PQ. Donc, on factorise au niveau de dénominateur par P. Et vous allez obtenir Q de n est égal à P de Q sur P facteur de P plus 2Q. Ce qui implique que Q de n est égal à P de Q sur P P facteur de P plus Q plus Q. Donc, on a décortiqué le 2Q parce que on a décomposé le terme 2Q pour qu'on puisse l'utiliser d'une autre manière. Donc, le Q de n dans ce cas-là est égal à PQ sur P facteur de 1 plus Q. D'où vient le 1? Il vient de l'équilibre de la relation P plus Q est égal à 1 qui décrit l'équilibre Hardy-Weinberg instantané, c'est-à-dire au niveau d'une seule génération. Et par conséquent, vous allez obtenir, on va simplifier le P au niveau de numérateur et celui au niveau de dénominateur, et vous allez obtenir la relation ou bien la formule mathématique écrite en rouge.